Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction des Échos. Il est 18h34 sur Radio Classique. Vous retrouvez Olivier Bellamy. 18h30, 20h, l'invité classique avec Olivier Bellamy. Michael Lonsdal, bonjour et bonne année. Bonne année, bien sûr, et beaucoup d'autres bonnes choses, bonne santé, bonne harmonie, belle musique. Alors Michael Lonsdal, vous êtes l'une des figures les plus connues du cinéma français, mais vous êtes du cinéma international, puisque vous êtes parfaitement bilingue, vous avez tourné dans un James Bond, vous avez tourné dans Au nom de la rose, et pour Spielberg. Donc vous avez aussi une carrière internationale, mais vous êtes l'un des visages les plus énigmatiques du cinéma. Vous avez souvent joué dans des rôles de flics un peu bizarres, des rôles de méchants aussi. Ah, j'ai fait quelques grapules, oui. Enfin, jusqu'au jour où un chauffeur de taxi m'a dit « Pourquoi vous faites toujours des personnages antipathiques ?» Oh, je me suis dit « Vox Populi, il faut que j'arrête. » Alors j'ai stoppé, j'ai arrêté tous les personnages... Oui, parce que quand on part dans un sens, souvent les cinéastes, les Français disent « Ah bah ça, il sait le faire ». Après, ça a été les religieux, après Le nom de la rose. Les religieux, j'ai fait toute la gamme, depuis le curé de campagne jusqu'au pape. Et donc, il fallait arrêter aussi, parce que sinon, on vous classe après dans un genre « Ah bah lui, il sait faire ça bien ». On dit souvent qu'il faut être très intelligent pour faire des rôles d'idiots. Est-ce qu'il faut être sympa pour faire les rôles de méchants ? Vous savez, dans l'être humain, il y a tout, selon le moment de sa vie, où il peut devenir très méchant, où il peut devenir très bon. Tout dépend, mais on est tous quelqu'un qui peut l'être un jour. Alors, donc pour moi, ça... C'est un... Oui, on m'a dit, mais comment tu as joué le diable dans les frères Karamazov? J'ai dit, oui, mais ça t'a pas marqué? J'ai dit, non, pourquoi? C'est un jeu. Vous oubliez que nous jouons. Ah oui. Notre métier, il joue bien ou il joue pas bien, mais donc ça reste pas. Il n'y a pas de trace, je veux dire. Si je vous dis le vice-consul de Lahore, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oh là là, mon Dieu, oui, ça remue les profondeurs. Ça a été pour moi le film le plus beau que j'ai jamais fait, avec ce climat, ce personnage et toute cette histoire d'amour avec Delphine Seyrig, tout ça. Ça a recoupé des tas de choses de ma vie. Vous allez nous parler de Marguerite Duras, d'India Song et de Carlos D'Alessio, mais tout de suite, on se met aussi dans l'ambiance et on l'écoute.
c'est Carlos D'Alessio qui jouait au piano la musique qu'il a composée pour le film India Song, tiré du film de Marguerite Duras. Michael Lansdal, vous écoutiez cette musique en fermant les yeux. Vous étiez très recueilli. Qu'est-ce que cette musique? Quels sont les souvenirs? Quelle atmosphère vous vient immédiatement? Ça a été le premier jour du tournage dans la pièce, dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Vous savez, c'est un film où les gens m'ont dit souvent « Oh, tu as dû faire un beau voyage en Inde. » À Calcutta, oui, ça se passe en Inde. Oui. Et en fait, vous n'avez pas quitté... à Paris et dans la région parisienne. Mais elle a su employer ça, Marguerite, de façon... C'est nulle part, quoi. C'est partout et nulle part. Mais c'est cette musique qui donne un peu comme ça. Oui, alors, le premier jour de tournage, c'était la scène où je dansais avec Delphine Seyrig, et on devait avoir un dialogue. C'est là que je commençais à lui raconter mon amour, enfin le vice-consul. Et puis l'ingénieur du son arrêterait immédiatement en disant « Écoutez, non, qu'est-ce que vous me faites là? Vous imaginez pas que je peux enregistrer cette musique qui sort par des haut-parleurs et vous entendre parler en même temps? C'est impossible. » Alors qu'est-ce qu'on fait, dit Marguerite? Ou il danse sans parler et vous avez la musique, ou alors si il parle, vous n'avez pas la musique. Alors elle est restée assez étonnée, parce qu'elle connaissait pas comme quoi, ce sont souvent des impératifs techniques qui donnent la poésie des choses. Si on enregistre une musique qui sort d'un haut-parleur. Alors, elle a réfléchi 3 minutes, puis tout d'un coup, elle a dit, bon, mais parlons pas. C'est comme ça qu'on a pu entendre cette musique sans rien, c'est beaucoup plus beau. Et on a ensuite rajouté les paroles, mais plus tard, je veux dire. Et c'est un moment inoubliable, quoi. C'est une très belle chose, d'une simplicité totale, et ça crée beaucoup l'atmosphère du film. Oui. Et comment est-ce qu'il était ce Carlos D'Alessio qui a fait presque 7 musiques de film, je crois, pour Marguerite Duras, qui a fait la musique, sa dernière musique de film, je crois que c'est Délicatessen, de Jeunet, mais il est mort en 92. Moi, je l'ai pas connu vraiment parce que là, cette partie-là, il venait pas au tournage, on le voyait pas. Mais enfin, il passait de temps en temps, mais donc je lui ai presque jamais parlé. Je peux pas en parler, je l'ai pas connu. Voilà. Mais c'est une musique qui est incroyable parce que c'est un compositeur argentin et tout de suite il donne la couleur de cette Inde mythique, rêvée, ancienne. Oui. Mais les Argentins sont tout le groupe C, tout ça, tous ces gens extraordinaires, fascinés par la France ou l'Angleterre, enfin, et faisant presque mieux la musique anglaise ou française, et une capacité d'adaptation. Ils étaient tellement fascinés par l'Europe. Et voilà, alors chaque fois que j'entends cette musique, je suis remué. Eh bien, c'est pas fini, Michael Lansdal, puisque vous allez prendre le casque qui est juste là. C'est parce que c'est le moment venu de vos petites madeleines musicales. Donc fouillez bien dans vos souvenirs. Votre père était anglais, votre mère était française, donc j'imagine que c'est elle qui vous chantait cette petite berceuse. Oui, elle me chantait et des berceuses anglaises, des comptines aussi. Il y en avait un, je pouvais pas supporter, je me mettais à pleurer. C'était Rock My Baby, dont je me souviens pas de l'air, mais chaque fois qu'elle chantait ça, je fondais en larmes. Je lui dis non, pas ça. Et donc, oui, le français m'est venu beaucoup plus tard, pas avant l'âge de 10 ans. Mais en effet, elle me chantait, oui. Mais le premier air de chanson dont je me souviens pas les paroles, c'était « Il me plaît tel qu'il est, il me fait de l'effet ». Je crois que ma mère avait ce disque-là. Allez. Et je l'aime. Je sais plus qui chantait ça. Est-ce que vous avez un bon souvenir de votre enfance? Ah oui, merveilleuse. J'étais un enfant très aimé et qu'on n'a jamais forcé à faire une chose embêtante. Mon père, par exemple, un jour, en tant que British, me dit « You must learn how to box ». Il faut que tu apprennes la boxe. J'ai dit « Pourquoi faire ?» Il faut savoir te défendre.
Je dis, mais personne m'attaque. Bon, alors il n'a pas insisté. Après, ils ont voulu me mettre dans une pension. On m'a emmené là-bas. J'ai piqué une crise de nerfs en sortant. Je me suis roulé sur le trottoir de Londres en disant non. Et bon, ils n'ont pas insisté. Ah ouais, quelle chance. Ah non, ça m'avait épouvanté de voir les gosses dans la cour de récréation en train de se battre et tout ça. Je n'aimais pas la violence. Donc après... j'ai passé 4 ans à l'île de Jersey, ça c'était vraiment les premières années, après 4 ans à Londres, puis en 1939 on est parti 6 mois pour le Maroc. Mon père avait trouvé un job, et puis on est resté bloqué par la guerre. Oui, on est arrivé le 15 août à Casa, et le 2 septembre c'était la guerre. Alors mon père a pu travailler jusqu'à Noël, après il a perdu son job, et puis il a demandé un visa pour retourner en Angleterre. Alors ma mère qui était née en Afrique du Nord était toute triste, et moi j'aimais bien le Maroc, c'est bien beau. Et qu'est-ce que vous avez découvert au Maroc? Est-ce que c'est pas au Maroc que vous avez commencé à vous intéresser au cinéma notamment? Ah oui, bien sûr, le cinéma et les sons, la musique. C'était la musique arabe, bien sûr, parce mon père était en résidence surveillée dans un petit village près de Casa, et alors on avait la seule maison avec un toit, avec un étage, alors on dominait toutes les cours autour, et on entendait chanter pour les mariages, pour les décès, pour les fêtes, et ça y allait. Moi j'étais fou de ça, j'adorais le tam-tam, pendant des heures. Et l'été, alors, c'était le ramadan, alors il y avait un joueur de flûte qui était en haut de la mosquée. De naï, un joueur de naï, ouais. Non, de flûte. Non, de flûte, avant. Oui. Et qui était en haut de la tour de la mosquée, là, et puis il circulait comme ça, il faisait le tour, alors moi je m'endormais, et puis de temps en temps c'était loin, comme ça, quand il passait de l'autre côté. Et puis pour moi c'était un ange qui jouait dans le ciel, comme ça, enfin, c'était paradisiaque, complètement. Alors donc, malgré les difficultés de la guerre, on n'a pas été malheureux comme en Europe, mais il y a eu des moments très durs, l'arrestation de mon père, tout ça. Mais là, j'ai commencé à avoir une petite radio, et puis j'avais une petite pièce qu'on m'avait prêtée, comme ça, c'était mon domaine, et j'ai commencé à écouter la musique, oui. Michael Lansdal, peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs. Voici votre deuxième petite Madeleine musicale. Cette circonstance, hein, Blanche-Neige. Oui, voilà. Oui, on m'a emmené voir ce film, et je n'ai jamais oublié, j'étais terrorisé par la sorcière. Je la vois encore comme si c'était hier. Il ne faut pas montrer des films comme ça aux enfants. Et bien sûr, alors après c'était très drôle parce que j'ai commencé à faire de la radio à Radio Maroc quand j'avais 10 ans, 12 ans, dans une émission enfantine. Et le premier rôle que j'ai joué, c'était Hatchoum. Hatchoum, qui est de saison aussi, oui. Oui, Blanche-Neige aussi est de saison. Et donc, est-ce que vous êtes resté un petit peu avec ce monde de l'enfance? Oui, je jouais beaucoup et il fallait que je joue tout le temps. C'était même un peu trop parce que aux heures des repas, je jouais et puis mon père venait. We have lunch, c'est l'heure de déjeuner. Puis je dis oui, je viens. Puis je venais pas. Alors finalement, il venait m'attraper, il me soulevait par mon col de chemise. Il disait allez à table. Puis alors je bafferais, puis je disais je peux aller jouer. Alors on disait oui, laisse-le, elle va jouer. Donc je jouais tout le temps. Et je crois que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai voulu être comédien après, c'est pour continuer à jouer. Et vous avez joué pendant, je ne vais pas dire votre âge, mais vous avez joué pendant près de 53 ans, j'ai compté. Oui. Je peux dire aussi que vous n'avez plus le droit de lire Tintin. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pour de 7 à 77 ans. Ah oui, si, ça pourrait. Si, ça pourrait. Bon, on va faire une dérogation exprès pour vous. Puis, dans ces années-là, il n'y avait pas... Tintin, on n'avait pas accès, non. Ah oui. C'était Félix le chat. Mais vous avez gardé une voix étonnamment jeune. Ah bon, pareil, oui. Quel est votre secret? Oh, il n'y a pas de secret, c'est la voix. Alors on me dit, mais comment tu as fait? Comment tu fais? Je dis, j'ai rien fait, je fais pas d'exercice, rien, c'est la voix naturelle. Vous avez de la chance alors. Voici Michael Lansdal, votre troisième petite Madeleine musicale.
Là, on a évidemment beaucoup de mal à interrompre Oui, la voix d'un ange. Oui. C'est mon frère Gérald, qui est mon frère aîné, qui, quand je suis venu à Paris, mes parents sont séparés, et quand je suis venu dans la famille française après la guerre, dans l'appartement que j'habite toujours d'ailleurs, mon frère Gérald un jour a amené ce disque, et c'était très étonnant d'entendre ça à l'époque. Alfred On est Deller. habitué, et c'était tout de suite le premier à faire ça merveilleusement. Donc ça m'avait beaucoup intrigué. Et toutes sortes de musiques comme ça. Tout à l'heure, on écoutera, si vous avez Imasumak, vous voyez, ce phénomène vocal qui m'avait complètement estomaqué. Enfin, c'est incroyable ce qu'elle peut faire. Alors, toutes ces formes de musique nouvelles sont entrées dans ma vie de façon constante, enfin. Et c'est ce qui m'a amené un jour avec Jean-Marie Serrault à faire du théâtre musical avec toute une bande de gens formidables, Michel Pouch, Michel Portal, oui, Jean-Pierre Drouet, Eddie Louis, ça fait tout ça. On allait à Mamet en Tunisie pour l'été faire du théâtre, et alors on dansait toute la nuit, et puis on inventait, on improvisait comme ça. Et alors là, oui, ça m'a donné l'envie de faire de la mise en scène. C'est la musique qui m'a inspiré beaucoup plus que les textes. Est-ce que la musique vous inspire toujours, Michael Lansdal? Est-ce que le fait d'en écouter fait naître en vous des images? Oui, des atmosphères, comment dire, une émotion tellement forte que je vois. Vous savez, je disais toujours que vous pouvez faire cuire des œufs au plat en mettant le requiem de Mozart, les œufs au plat deviennent sublimes. La musique transcende de façon incroyable. Est-ce que j'ai tout d'un coup un flash? Est-ce que vous n'avez pas fait une publicité où vous disiez c'est du Mozart, quelque chose comme ça? Non. Ah non, j'ai jamais fait de publicité. Ah non. J'ai toujours refusé parce que j'ai eu des offres, mais vraiment des propositions faramineuses d'argent et tout. Ouais. J'ai toujours dit non, et je me suis disputé avec une dame qui m'a dit comment vous pouvez vous permettre de refuser? J'ai dit, écoutez, madame, je suis libre de faire, je gagne ma vie bien, je fais pas ce métier pour faire de la pub. Pourquoi faire? Pour gagner des sous? J'ai pas besoin. À un moment donné, vous avez eu l'image d'un acteur intellectuel. Est-ce que vous êtes senti intellectuel ou pas du tout? Non, parce que évidemment, après une période avec Raymond Rouleau, de théâtre, un peu de boulevard, mais enfin de boulevard supérieur, j'ai rapidement été avec Laurent Terzieff, avec Jean-Marie Serrault, et donc des gens qui faisaient quand même pas du boulevard, quoi. Et c'est eux qui m'ont aimé Césaire, Ionesco, Jean-Marie Serrault m'a amené à Beckett et tout ça. Donc, évidemment, c'était un intellectuel, si vous voulez, mais quand même, c'était des immenses auteurs dont j'avais un fou. Oui, le plaisir pour moi de ce métier, c'est de découvrir et de faire des choses inconnues ou nouvelles. Je suis pas tellement intéressé par le répertoire et ce qu'on a déjà tellement bien fait. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir. Alors évidemment, j'ai été gâté avec Beckett, oui. Ionesco encore, et puis plein de gens comme ça. Michael Lansdal, votre programme commence avec Mozart. Oui. Quoi de neuf, comme disait Sacha Guitry, Mozart. Eh bien, on l'écoute tout de suite et vous nous en parlez après. Oui.
Voilà, Michael Lonsdal, vous m'avez demandé un mouvement lent d'un concerto pour piano de Mozart par Clara Askill. Donc c'était le deuxième mouvement du 20e concerto, le grand concerto pré-romantique comme ça, en ré mineur de Mozart. Romantique et simple. C'est presque enfantin par moments. Ouais. C'est une telle limpidité, tellement simple. Et oui, vous voyez, je suis un peu affolé par beaucoup de pianistes actuels qui font tout à une vitesse parce qu'ils leur prennent, qu'ils ont un train à prendre. Alors là, il n'y a plus de musique, c'est de la virtuosité, et puis la musique n'est plus là. Tandis qu'avec elle, on respire, on a le temps, chaque note à sa place, comme ça, puis se toucher, extraordinaire. C'est au-delà des mots, hein. Est-ce que tout va un peu trop vite aujourd'hui, ou justement, ou dans l'art, il faut prendre le temps, finalement? Oui, ça c'est une des notions. Vous voyez, même en peinture, je vois tellement d'œuvres qui sont des choses qu'on jette sur la toile, des crachats, des vomis, des trucs qui dégoulinent, tout ça. C'est pas du travail, ça. Ce sont des trucs, quoi. C'est pas sérieux. J'aime beaucoup, j'admire énormément la peinture où il faut des années pour faire un tableau. Parce que là, il y a le temps qui est inscrit dedans. Mais toutes ces choses rapides comme ça, enlevées, ça me fait de la peine. Des fois, j'entends certains pianistes comme ça, j'arrête tout de suite parce que je veux dire, c'est plus de la musique. Est-ce que vous avez besoin de temps, vous aussi, pour composer un personnage, Michael Lonsdal? Est-ce que vous avez besoin que le personnage entre petit à petit, comme ça? Est-ce qu'il prend corps? Non, est-ce qu'il prend forme? J'étonne toujours les personnes que je dis je ne travaille jamais un rôle. Non. Comment ça se fait? Eh ben parce que pour moi c'est une arrivée immédiate de l'instinct et de la création sans préparation. Je crois beaucoup à ça parce que en effet je sors d'une génération où je vois des comédiens qui travaillaient le rôle. Michel Bouquet par exemple qui peut parler d'Hamlet pendant des années, enfin des heures. Et ceci et cela, et pour moi, je vois dans ce studio où il y a écrit radio classique beaucoup sur les murs. Oui, c'est un petit peu normal. La radio est un art que j'aime énormément, j'ai fait beaucoup de radio. C'est spontané? Oui, j'avais été à Radio France à une époque où on faisait passer des examens, enfin des auditions, puis moi j'étais toujours recalé parce que je savais pas dire les alexandrins, que j'étais pas classique du tout. Bon, alors j'ai mis une croix là-dessus, puis ils sont venus me chercher 10 ans après. Quand j'ai joué au théâtre. Et j'en ai fait depuis, mais vraiment, je sais pas moi, des centaines d'émissions, et avec des gens formidables, et on ne mentionne jamais dans les CV des comédiens. On a fait des choses extraordinaires à la radio. Mais est-ce que vous auriez eu peur, Michael Lonsdal, si vous aviez trop travaillé, le fait de déflorer un peu la chose, de la rendre moins fraîche, c'est pour la garder? C'est ça, j'aime beaucoup le cinéma aussi à cause de ça. Dans le cinéma, on ne répète pas. Ou aussi, on répète un petit peu pour placer la caméra, pour faire marquer les mouvements qu'on va faire, les déplacements, mais on répète pas. C'est un art de l'immédiateté, et tout de suite, il faut que les choses soient là. Alors, pour moi, ça vient immédiatement, comment dire. Enfin, ça dépend, avec qui, des gens qui vous inspirent et qui acceptent ce genre de façon de travailler, puis d'autres... Il y a certains musiciens... Jamais personne m'a dit tu n'as pas assez travaillé ton rôle. Alors, c'est le principal. Oui. Alors au théâtre, c'est autre chose, parce qu'il faut répéter beaucoup. Mais je m'ennuie un peu à les répéter. Ça, chez les musiciens aussi, il y a les deux profils. Il y a ceux qui aiment répéter, qui ont besoin de répéter, qui ont besoin de refaire 20 fois, 100 fois, remet sur ton ouvrage. Et il y a ceux qui préfèrent comme ça l'immédiateté. Parce que finalement, ce qui est formidable dans votre métier, c'est que chaque rôle vous fait avancer. Chaque rôle donne une nouvelle couleur, donc vous travaillez sans vous en rendre compte. Oui, mais je sais pas, j'ai du mal à dire comment, parce qu'on m'a dit comment fais-tu? Je dis, j'en sais rien, moi. On me donne un rôle, j'apprends le texte, et puis je le joue. Voilà quelqu'un qui aussi avait l'art de la spontanéité, c'est quelqu'un que vous avez voulu entendre, Antonio Vivaldi.
Ah oui, vous ne fermez plus les yeux en écoutant Vivaldi, Michael Lansdal, mais je vous ai entendu pouffer, enfin avoir une sorte de petit rire sur un arpège. Oui, parce que tout d'un coup, il y a une surprise, comme ça plouf, on passe à une chose très inattendue. Vous savez, l'effet de ça, Vivaldi, quand on l'a découvert dans les années 50, enfin découvert, qu'on a commencé à jouer. Redécouvert, oui. Oui, redécouvert les 4 saisons, ça a fait un tabac qui n'a jamais cessé depuis. Je vois au quartier latin, dans certaines églises, on affiche tout le temps, toutes les semaines, les 4 saisons de Vivaldi. Dès que Jadorka veut se refaire, il fait les 4 saisons de Vivaldi quelque part dans toutes les églises. D'Albinoni, enfin c'est monnaie courante et tout le temps, ça ne lasse pas les gens. C'est extraordinaire, il y a quelque chose de tellement vivant là-dedans, de tellement que les gens, ça les secoue, Là, il y a de la lumière aussi là-dedans. Oui, oh là là. Alors, vous savez, il a travaillé, je crois, Vivaldi avec Goldoni, homme de théâtre merveilleux dramaturge. Oui. Et Goldoni a dit une chose qui est pas très sympathique à l'encontre de Vivaldi. Il a dit que c'était un formidable violoniste, mais un compositeur médiocre. Vous vous rendez compte? Oh oui, parce que sans doute parce qu'il était jaloux. Oui. Oui, tiens. C'est difficile de faire un texte avec une musique comme ça. Eh ben oui. Ouais. Bon. Ouais. Alors, voilà, ça va être le moment de la publicité. Michael Lansdal, oui, un petit peu. Donc, on se retrouve tout de suite. – 18h30, 20h, l'invité classique avec Olivier Bellamy. Et nous sommes toujours avec Michael Lansdal pour commencer cette nouvelle année 2009. Et Michael Lansdal, est-ce que vous avez joué d'un instrument? Non, jamais, sauf j'ai entouré avec Jean-Marie Serrault de beaucoup de joueurs de tambour et de percussionnistes comme Drouet oui, de temps en temps j'attrapais une casserole ou une timbale et puis je me mettais à faire des rythmes comme ça et Jean-Pierre me disait mais dis donc c'est bien ce que tu fais. Oui, j'aimais bien. Oui, j'ai plein de tambours chez moi comme ça. Bon, voilà, j'en joue plus maintenant, mais voilà. Mais j'ai rien appris, non. J'ai pas pu. J'aurais bien aimé faire du piano, mais on peut pas. Eh ben justement, tenez, c'est du piano qu'on va entendre. C'est ce que vous avez choisi. C'est le deuxième mouvement du concerto en sol de Maurice Ravel. Le piano, on a commencé par le piano avec Carlos D'Alessio. Oui. On a encore entendu du piano avec Clara Askill. Et là, on va en entendre avec Samson François. C'est un instrument qui vous est particulièrement cher. Oui, je crois que c'est un souvenir de ma mère qui aurait bien aimé jouer de la musique plus longtemps, mais elle avait un père souffrant. Et chaque fois qu'elle travaillait chez elle, on disait non, fais pas de bruit, ton père se repose, etc. Et elle n'avait pas assez de force de caractère pour passer outre. Mais elle a pris des leçons avec Cortot, elle a pris des leçons avec Magda Tagliaferro. Mm-hmm. Et mais pas mal. Après, oui. Mais elle jouait bien d'ailleurs. Mais elle a épousé un homme qui était un officier de la marine anglaise. Alors elle a suivi un certain temps avec son piano, mais après elle a arrêté parce que c'était trop compliqué de travailler ce piano à travers la Méditerranée comme ça. Maurice Ravel, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les chats, qui aimait beaucoup les enfants, qui n'aimait pas beaucoup s'épancher. Il aimait pas du tout les choses comme on fait un petit peu maintenant, il gardait, il se cachait un petit peu, il était pudique. C'est un petit peu votre cas, j'ai l'impression. Oui, vous savez, lui s'épanche et moi un peu aussi dans mon travail. C'est là où je m'épanche. Là, on est un peu obligé. J'avais quelqu'un qui m'a dit ça quand j'avais 23, 24 ans. Tu feras au public des confidences que tu ne feras à personne dans la vie.
Michael Lansdal, vous êtes fasciné par cette musique de Maurice Ravel, le deuxième mouvement du concerto en sol, magnifiquement interprété par Samson François. C'est une vraie déclaration d'amour pour moi. Une belle déclaration d'amour avec des mots choisis qui ont coûté beaucoup de peine, de sang et de larmes à Maurice Ravel. Il a dit qu'il était vraiment, il a écrit ça comme un chien. Ça a été très, et pourtant ça coule comme ça, c'est très... Il s'était mis un petit peu de Mozart pour l'aider à trouver cette fluidité. Est-ce que vous êtes, vous qui êtes né en Angleterre? Non, je suis né à Paris. Ah, vous êtes né à Paris, mais avec un père anglais. Oui. Est-ce que vous avez est-ce que vous sentez bien le côté français de cette musique? Oui, comment? Ah oui, c'est comme Honegger, c'est tous ces gens-là. J'avais travaillé sur le Jeanne Aubuchet avec Kurt Masur à Berlin, Dieu sait, avec le grand orchestre de là-bas, et c'est une catastrophe parce qu'il comprenait rien à la musique française. Ah ouais. C'est un Allemand, et il était merveilleux dans les choses allemandes, mais alors là, la pauvre Jeanne, qu'est-ce qu'elle a pris? Ah oui. Oui. C'est très drôle ce que vous dites, parce que c'est le chef d'orchestre Claudio Abbado qui dirigeait ce concerto en sol de Maurice Ravel, avec Martha Argerich, je crois, dans les années, il y a à peu près 40 ans, il l'a enregistré. Et Claudio Abbado m'avait dit qu'ils avaient été obligés de changer le trompettiste parce qu'il n'arrivait pas à trouver le son français de ce concerto en sol où le son est extrêmement pétulant, enfin la trompette est frondeuse comme ça, et il n'arrivait pas. Vous vous rendez compte, l'orchestre philharmonique de Berlin. Maintenant, ils savent tous faire ça, tout est dans le grand répertoire. Mais à cette époque-là, il y avait encore des écoles. Oui. Non, mais il y a une école, enfin, il y a en Angleterre aussi, il y a un son, les voix anglaises, c'est différent des voix allemandes, des voix françaises. Heureusement, hein. Est-ce que vous sentez bien vos deux identités? Oh oui, c'est déjà... Je crois que l'Europe sera faite comme ça de mélange, et je souhaite qu'il y ait le plus de mélange possible. Mais il y en a beaucoup maintenant, de plus en plus. Oui, vous savez, les choses se construisent comme ça par des échanges de nations, des mélanges de nations, de races. C'est très bien ce qui se passe, oui. Alors, on va écouter maintenant Alfred Cortot dans Frédéric Chopin. Vous savez, c'est Stefan Zweig qui disait quand les mains de Cortot ont cessé d'exister, Chopin mourra une seconde fois. C'est dire si quand même il était très... Si Cortot... Chopin par Cortot, c'est quand même quelque chose d'unique. Oui. Enfin, il y a d'autres aussi qui ont fait de très belles choses. Il faut pas... J'ai jamais qu'une personne qui détient le secret total. C'est bien qu'il y ait des façons différentes d'aborder les choses. Mais c'est vrai que lui, ça atteint des sommets, quoi. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Cortot, qu'est-ce qu'il avait de particulier? On peut pas dire la façon, tout d'un coup, d'appuyer sur une note, sur une touche comme ça, c'est dans les mains, c'est dans les doigts. Et il passe, c'est comme Clara, quoi, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de phénoménal qui se passe, une espèce de justesse, une tendresse, Enfin, il n'y a pas de mots pour expliquer. Donc on l'écoute dans les préludes de Chopin, qui est quand même une de ses grandes spécialités. Est-ce qu'il y aurait la goutte d'eau, par exemple? Ah, il n'y a pas la goutte d'eau, ce sont je vous ai mis les 3 ou 4 premiers. Oui, mais c'est bien. Non, c'est parce que j'avais dû le jouer pour le James Bond, là. Ah, oui. Non, ce sera pour une prochaine fois, Michael Lansdal. Ça va vous faire revenir.
Les 4 premiers préludes, un des 24 préludes de Frédéric Chopin, interprétés ici par Alfred Cortot. Le piano est un petit peu acide. Oh, moi j'adore cette sonorité. Oui, oui. Un peu métallique comme ça, oui. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est quand même... Oui, il y a plusieurs versions, hein, Cortot. Mais il y a quand même une chose qui est unique. Hein. Moi, je le dis, mais c'est vous qui l'avez choisi, Michael Lansdal. Il y a quelque chose qui est unique, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va jouer, quand est-ce qu'il va le phraser comme ça, est complètement imaginatif, complètement improvisé. Oui. Non, c'est magnifique. Même comme ça, je veux dire, une espèce de sens comme ça du... Moi, je trouve pas les mots pour... Le sens du silence aussi, c'est important. Oui, ça a l'air de venir de tellement loin, ce qui fait... Ça surgit de... je sais pas quoi. Eh ben, merci, je suis content d'avoir... J'ai à la maison 78 tours, là. On a trimballé avec les... Je sais pas, il y a 12 disques, je crois. Malgré la guerre, on est arrivé à trimballer ça avec nous, mais on n'avait pas d'appareil pour l'écouter. Mais c'est quand même quelque chose. Vous savez, cette chose justement d'être inattendu comme ça, de découper un peu le texte, pas complètement comme la barre de mesure, pas métronomique comme ça. Il y a certains acteurs aussi. Alors il y en a qui le font très mal, c'est-à-dire qui coupent comme ça de manière artificielle pour. Oui. C'est vrai ce que vous avez dit, ça doit venir de très loin. Ah oui, c'est que ça, c'est Michel Simon qui est un cas unique dans l'histoire de l'interprétation. C'est pas quelqu'un qui voulait être comédien du tout, hein. Il était photographe à Genève, puis il a fait de la figuration chez les Pitoyev, enfin les parents, Georges et Ludmila, et qui russes réfugiés à Genève, et puis qui sont montés à Paris après, parce qu'ils commençaient à être très connus et appréciés, et ils ont embarqué Michel Simon avec eux dans leur bagage. Alors on lui a donné des rôles muets de hallebardier, puis un jour on lui a donné 3 mots à dire, et dès qu'il a ouvert la bouche, tout le monde sait ce qu'il a fait. Et ensuite, on lui a confié de plus en plus de rôles, mais la façon dont Michel Simon joue, on ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est quelque chose d'absolument inventé dans l'instant. Pour moi, c'est un grand modèle. Et ça, c'est une question de nature. Ah oui, c'est une question de nature. Il aurait pu alors s'intéresser beaucoup, c'est dommage, parce qu'à la fin, il a eu tellement de succès, on a tellement crié partout qu'il était génial, ce qui était vrai, qu'après, il s'est contenté, un peu cabot. Oui, de dire, il suffit que je sois là, alors après, accepter des films ridicules à la fin de sa vie. S'il y a encore La beauté du diable, où il est extraordinaire. Ah oui, avec Gérard Philippe. Oui, mais après, ça l'embêtait. C'est Charlie Chaplin qui disait, puisque tout à l'heure vous avez voulu passer Clara Askill, c'est Charlie Chaplin qui disait: j'ai connu 3 génies dans ma vie. Il disait Einstein, Churchill et Clara Askill. Ah bon? Ouais. C'est drôle, hein? Et vous, Michael Lansdal, si vous aviez les 3 génies que vous avez rencontrés dans votre vie? Oh, écoutez, pour moi, oui, Marguerite Duras, c'est une forme de génie, oui. Virginia Woolf. Oui, pour moi, c'est un des sommets de ce que j'ai pu lire, justement par ce non-dit et ce qu'il y a derrière les mots. Et puis, un troisième, il y en aurait beaucoup. Allez, il faut choisir. Vous me faites souffrir. Alors oui, je prends 3 écrivains, en fait, mais si, c'est Rembrandt. Qui ça? Rembrandt, le peintre, oui. Pour moi, c'est le summum de ce qu'on peut faire. Mais vous l'avez pas rencontré, Rembrandt. Vous trichez un peu, là. Oui, pardon. Oui. Beckett, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Jean-Sébastien Bach. Oui. Le premier chœur de la Passion selon saint Matthieu. Ah, très bien. Dans quelle version? Ah c'est une colle, là. Philippe Verweg. Ah, oui. On vous a gâté. J'aurais dû vous demander, mais Mengelberg, parce que c'est prodigieux ce que cet homme a fait. Ah, ça nous rajeunit pas, ça, Mengelberg. Oui, mais
Si, il a dirigé l'orchestre du concert de Gabon d'Amsterdam. Pendant des années. Ah, ouais. Puis il a mal fini parce qu'il a viré dans le nazisme. Ben oui, il a eu des amitiés pas très recommandables. Enfin, quand même, il y a eu beaucoup d'années de merveilles et c'est d'une telle limpidité, tellement... Il s'est réfugié en Suisse à la fin de sa vie pour fuir les autorités qui l'auraient peut-être un petit peu embarrassé. Lucille Metz a cherché dans sa boîte à malice, pour voir si on n'avait pas dans notre machine Mengelberg pour vous satisfaire. Vous savez bien, Michael Lanzal, ici, le client est roi, mais il faudra vous contenter, ce qui est quand même pas mal, de Philippe Herwegh. Oui, non, c'est bien. Ouais.
extrait, Michael Lonsdal, du chœur inaugural, le chœur d'entrée de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, dans la version dirigée par Philippe Herweg. Alors, je me suis laissé dire que vous avez la foi. Et donc, je me disais que quand vous entendez cette Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, vous l'entendez deux fois, un peu plus qu'un simple mécréant. Oui, pour moi, oui, en écoutant, j'ai l'impression de l'humanité qui crie, qui chante et qui demande et qui proteste. C'est un tel, c'est magnifique de voir toutes ces voix comme ça, de tous ces gens qui représentent l'humanité telle qu'on la voudrait, c'est-à-dire en train de chanter et d'être heureux. Quoique là, ils vont évidemment aller vers la passion du Christ, mais ça fait rien. C'est tellement beau ces ensembles comme ça, et d'unité, vous voyez, moi, ça m'a frappé beaucoup, là, longtemps que je l'avais pas entendu. On est ensemble là-dedans, c'est universel, c'est partout. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est une direction que l'homme doit prendre, justement, d'être ensemble, Oh, bien sûr, écoutez, qu'est-ce qu'on voit là au Moyen-Orient, ils se disputent, ils se déchirent, et puis ils continuent. Ça devient bête, ça devient triste, parce que c'est tellement le contraire de la vie. Qu'est-ce que quoi? On va anéantir l'autre, on va détruire l'autre, et puis on aura gagné quoi? Je veux dire, c'est pas ça, la vraie vie, c'est d'apprendre le partage. Et de se dire qu'on n'est pas dépositaire de la seule vérité, personne. Alors voilà, donc les humains, ils sont fatigants par moments parce qu'ils continuent, et puis voilà, puis qu'est-ce qu'ils... Ouais. Est-ce que la foi, c'est la foi qui vous l'enseigne, c'est la foi qui vous guide. Est-ce que ça vous aide dans votre travail aussi, la foi? Est-ce que d'avoir la foi, ça me donne, oui, j'ai après beaucoup d'années de difficultés, de souffrances et de la mort de mes proches, maintenant c'est vrai que j'ai du temps pour moi, et je suis parti à essayer très souvent de mettre en évidence la sainteté, la beauté, le génie de certains êtres. Qui est Saint François d'Assise, Bernard de Clairvaux, la petite Thérèse de Lisieux. Et maintenant, je travaille sur Madeleine Delbrel aussi. Formidable, je veux dire, pour moi, c'est la joie de voir quand les êtres sont généreux, accueillants, et qui n'ont pas ces idées que toi, tu es moins que moi, tu n'as pas le droit d'exister, je vais te détruire. Enfin, c'est ridicule, c'est petit, c'est infiniment triste. Et on comprend que le Christ souffrira jusqu'à la fin du monde, comme ça, il n'y a rien à faire. On va méditer vos belles paroles, Michael Lonsdal, et on va faire rentrer les marchands du temple. On va faire le contraire de Jésus-Christ, si vous voulez bien, oui. Pour une petite interruption publicitaire. 18h30, 20h, l'invité classique avec Olivier Bellamy. Est-ce que vous irez à la Cité de la musique, Michael Lonsdal, pour le festival de Jérusalem avec Elena Bashkirova? Non, je crois pas, parce que moi je suis pris par un autre travail. Ça c'est quand, oui? Jeudi. Ah non, je vais être en pleine création d'une soirée très bizarre avec Ami Flammer, qui est un violoniste. Ah oui, bien sûr, qui est au Conservatoire de Paris. Oui, on fait à Bobigny une espèce de soirée un peu de folie, comme ça, où il raconte sa vie de musicien et ce qu'il a aimé avec plusieurs artistes. On est 6 ou 7, oui. Je fais le récitant, et c'est une espèce de... Alors il y aura de la musique classique, et puis tout d'un coup du Brel, de Edith Piaf. Ah oui. Et j'aime bien, vous voyez, ça aussi, c'est l'occasion de faire une chose, on ne fera qu'une fois. Hein. Et Ami, j'aime beaucoup travailler avec lui, oui. Vous êtes toujours partant sur ces aventures. Ah oui, je vous demandais au tout début d'émission comment se fait-il que vous avez gardé une voix aussi jeune? C'est parce que vous êtes toujours partant, en fait. Oui, voici, comment dire, je vois beaucoup de mes camarades de métier qui souffrent parce que les choses changent. Et oui, c'est pas comme avant. Et il faut évoluer.
Il y a une façon d'être aujourd'hui, une façon de travailler dans le théâtre, au cinéma, qui ça a beaucoup changé. C'est plus comme avant. Alors il y en a qui supportent pas. Ils m'ont dit mais non, moi je comprends pas cette façon moderne de travailler comme ça. Eh ben si, c'est ça. Je veux dire, il faut avancer avec son temps. Et le temps, il faut le créer, faire surgir des choses qui n'ont jamais été faites. Pour moi, c'est ça l'aventure. Et alors peut-être que c'est ça qui m'aide. Oui, bon, vous savez, j'ai aucune notion de l'âge, tout ça. Je fais pas attention. Il y a un danger aussi, c'est trop se regarder. Si vous vous regardez trop et que vous, tout d'un coup, vous levez les yeux sur le monde, évidemment, vous vous rendez compte que, alors que si vous avancez avec lui. Oui, je suis très solidaire, j'écoute beaucoup, je veux savoir ce qui se passe. On peut pas rester dans son coin et dire, oh, moi, j'ai mon travail, j'ai mon art, j'ai ma vie, hein, le monde, le reste. Non, on est solidaire de tout. Et de la souffrance des autres, surtout. Il faut la porter, tâcher de la soulager comme on peut. Alors Mozart maintenant, vous avez voulu entendre Mozart tout à l'heure par Clara Askill, et là, figurez-vous, c'est donc bien que vous êtes très facétieux, Michael Lonsdal, vous avez voulu entendre une de ses dernières œuvres avec harmonica de verre. Alors c'est drôle parce qu'on est en 1791, Mozart n'a plus qu'un an à vivre, et il vient de découvrir l'harmonica de verre chez son copain Mesmer, et il fait sa dernière œuvre. Alors vous imaginez, après les grands quatuors, les grands quintets, etc., il fait une petite chose tout à fait insignifiante, jolie, mais enfin c'est quand même pas du niveau des autres chefs-d'œuvre. Et pourtant, c'est tout à fait charmant avec cette harmonica de verre. Oui, moi je trouve qu'il retombe dans sa enfance. Oui. C'est vrai. Gâtisme avancé avant 40 ans. Mais non. Oui. Non, c'est beau, c'est beau.
On est loin du Requiem, hein, Michael Lansdal. Oh non, mais ça c'est très reposé, c'est comme un petit peu comme des cris d'enfant aussi. Ouais. Mais c'est tout nouveau, hein, je dirais. Ouais, c'est tout nouveau. C'est pas encore. C'est très difficile à jouer. C'est Paganini qui disait que il appelait ça l'orgue angélique. Oui, oui. C'est un peu ça. Mais c'est quand même un peu ingrat comme son, non? Vous trouvez pas? Non, moi j'aime bien. Ah oui, vous aimez bien? C'est bien, je trouve qu'il y a les ondes Marteneau et l'harmonica de verre dans le jardin des supplices. Non, ça a quelque chose effectivement de charmant. Ah ouais. En tout cas, ça vous laisse rêveur, Michael Lansdal. Oui, oui. Pas facile à manier et à composer avec ça. Oui, il n'a pas eu le temps de. Ouais. Tout à l'heure, Michael Lansdal, je vous ai demandé vos trois génies. Quand je vois que vous avez joué avec Buñuel, sous la direction d'Orson Welles, vous auriez pu citer au moins l'un d'eux, quand même, non? Ah oui, mais je veux dire, la fréquentation de Virginia Woolf, de Marguerite et de Beckett, ça a duré très longtemps. Ah ouais. Buñuel, j'ai fait juste un film avec lui où il était très âgé, mais j'ai eu C'était le procès, hein, si je me souviens bien. Non, Wells, le procès. Wells, le procès. Oui, de Kafka. Ouais. Un rôle que lui avait déjà tourné, ce que j'ai appris des années après, heureusement qu'il me l'a pas dit, et parce que c'était Charles Laughton qui devait venir faire le rôle principal, enfin pas le principal, mais l'avocat. Il est tombé malade, il n'a pas pu, et Wells l'a fait, et il a fallu retourner cette scène avec ce pasteur, comme ça. Ouais. Et j'étais évidemment sans coup, parce que Wells, pour moi, c'était un dieu. Et je suis tombé, comme Spielberg, c'est des gens très simples. Ouais. Pas du tout compliqué, familier. Après chaque prise, il m'appelait toujours Mr. Lansdale, are you happy? Are you happy? Et j'ai dit, yes, very happy. Puis c'était une nuit, pour moi, ça m'a conforté dans l'idée que ça pouvait être génial, le cinéma, oui. C'était ce qui est devenu le musée d'Orsay, enfin la gare d'Orsay avec Wells, c'était hallucinant. Enfin, il y a des plans où la caméra monte le long des colonnes, on voit écrit toutes les villes desservies par la gare de Lyon. Ça n'a rien à voir avec Kafka. C'est vrai. Oui, Orléans. Quoique la SNCF, quoique la SNCF a des côtés kafkaïens quelquefois, mais c'est une autre chose. Michael Lansdal, on va terminer avec un véritable phénomène vocal. Vous avez voulu entendre Yma Sumac. Oui, parce que ça aussi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai sauté au plafond. Ouais. Je me suis dit, mais vous voyez, ça m'a amené au théâtre musical. Je me suis dit, il y a des possibilités de son chez l'être humain. Puis Grotowski, tous ces gens-là qui ont cherché à faire autre chose que simplement. C'est une chanteuse péruvienne qui, paraît-il, descend des Incas. Oui, elle l'a dit, on a beaucoup brodé sur ça. Mais ça... tout. Je crois que c'était une branche. Oh, c'est dommage. Un mythe s'écroule, là.
Voilà, Michael Lansdal, vous êtes écroulé, hein. Ça vous fait rire, ça. Oh, bah, si, parce que là, c'est vraiment la période, alors la plus cabaret qui soit. Ouais. Parce qu'il y a des morceaux d'elle où elle fait plus de choses Oui. Assez Un incroyable. petit peu céleste. Écoutez, je vais laisser le mot de la fin à une auditrice, Monique d'Aix-en-Provence, qui dit « Votre émission et le programme de votre invité m'enchantent et ses propos me touchent. » Ah bon, ben merci beaucoup. Voilà, alors Michael Lansdal, merci. Ça a été vraiment un très très grand plaisir d'être avec vous et de commencer l'année avec vous, vous qui êtes toujours jeune et de plus en plus jeune, j'ai l'impression. Vous pouvez réécouter cette émission et réagir sur mon blog. Il y a beaucoup de réactions passionnantes, vraiment d'auditeurs sur mon blog, Olivier Bellamy, radioclassique.fr. Tout à l'heure à 21h, dans le concert à domicile de Laure Maison, eh bien, vous retrouvez un récital de légende d'Arthur Rubinstein, capté à Moscou. Et demain, eh bien, un invité classique tout à fait exceptionnel, enregistré il y a quelques semaines à Milan en compagnie du pianiste Maurizio Pollini. Et vous levez les yeux, Michael Lansdal, vous êtes impressionné, n'est-ce pas? Vous êtes quelqu'un que vous aimez beaucoup. Quelle est votre devise dans la vie avant que nous nous séparions? J'aurai une devise par jour. Oui, alors celle d'aujourd'hui? Toujours plus loin. Toujours plus loin. Merci Michael Lansdal. Classique. 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 Radio Classique. 20h, 21h, un dîner